Ma sœur m'a laissé invalide pour protéger son mariage millionnaire. Ma mère a ordonné, tais-toi et disparais. Mais la docteure a vu les bleus, elle a appelé la police et a déclenché un enfer que personne n'attendait. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Isabella de la Garza. À 45 ans, si ma vie était un immeuble, je ne serais pas la façade brillante ni l'attique avec vue panoramique. Je serais les fondations, cachées, silencieuses, indispensables. Je suis le pilier sur lequel repose le petit et fragile empire de ma famille, textile de la Garza. Mes mains, qui dans le calme de mon adolescence rêvaient de la douceur de l'argile et de la liberté de donner vie à des formes sur un tour de potier, ont appris de force la dureté des chiffres, le froid des bilans comptables et l'art amer de négocier avec des hommes qui me regardaient de haut. Je me souviens clairement du jour où je devais inaugurer ma première et unique exposition de céramique dans une galerie locale. Ce même jour, un conteneur de fil crucial s'est bloqué à la douane et mon père, paniqué, m'a appelé. Isabella, l'art peut attendre. La famille non. Et moi, comme toujours, j'ai choisi la famille. Le four de céramique s'est refroidi et mes mains n'ont plus jamais touché l'argile. J'ai été l'huile silencieuse qui maintenait en marche une machine rouillée que, face au public, conduisait le charme creux de mon père Ravière et que décorait la beauté prédatrice de ma sœur cadette, Sophia. Sophia. Elle est le soleil. Et nous autres, de simples planètes condamnées à tourner dans son orbite, reflétant sa lumière. À 30 ans, elle possède une beauté qui est à la fois une arme et un bouclier, et un sourire qui peut désarmer une armée ou glacer une âme. Notre enfance fut un contraste constant. Pendant que je passais mes étés au milieu du bruit des métiers à tisser et de l'odeur des teintures, apprenant chaque secret de l'entreprise familiale, elle les passait dans des camps d'été en Suisse ou dans des cours d'art à Florence, cultivant son charme, ses contacts et son ego. J'ai sacrifié mes rêves sur l'autel de la famille. Elle les collectionnait comme des papillons exotiques. Isabella est la pratique, Sophia est la beauté, disait souvent ma mère, Elena, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Chacune a sa fonction. La mienne était de travailler, la sienne d'exister. Et maintenant, le plus grand de ses trophées, l'accomplissement de son existence, était sur le point d'être accroché dans le salon d'honneur de notre famille, son mariage avec Matteo Castillo, l'unique et apathique héritier du magnate industriel Don Alejandro Castillo. Un homme dont la fortune était aussi légendaire que sa réputation de requin impitoyable dans les affaires et dans la vie. Ce mariage n'était pas un conte de fées, c'était une transaction financière, une fusion hostile où notre famille apportait une belle mariée et un nom ancien, et eux apportaient la bouée de sauvetage en or massif dont nous avions besoin pour ne pas nous noyer. Textile de la Garza, notre supposée fierté, était un château de cartes sur le point de s'écrouler. Des années de décisions impulsives et de mauvaise gestion de mon père, combinées aux dépenses excessives et à la soif insatiable de statut de ma mère, nous avaient menés au bord du précipice. Cette union avec les Castillo était notre seule, désespérée et humiliante, chance d'éviter la faillite, le scandale et la fin de tout ce que mes grands-parents avaient construit avec leur sueur et que moi j'avais maintenu à flot avec mon propre sang. L'histoire de ma crucifixion personnelle, la chronique de mon démembrement, commence une semaine avant ce grand événement, pendant un dîner pour finaliser les derniers détails. L'air dans notre salle à manger était dense, étouffant, chargé du parfum cher et fleuri de ma mère et de l'odeur métallique de la peur. Mes parents tournaient autour de Sophia comme des papillons nerveux autour d'une flamme parfaite, ajustant un pli invisible de sa robe, retouchant une boucle parfaite de ses cheveux, la traitant non pas comme une fille mais comme une offrande inestimable, sur le point d'être livrée à l'autel d'un dieu cruel. Et moi, comme toujours, je recevais des ordres. Isabella, chérie, assure-toi que le vin de Don Alejandro soit à la température parfaite, dit ma mère sans même me regarder. Son attention restait fixée sur la broche en diamant qui ornait le décolleté de Sophia. Isabella, vérifie pour la 3e fois que les couverts en argent soient impeccables. Les Castillo remarquent tout, ajouta mon père, s'essuyant le front perlé de sueur avec un mouchoir de soie. J'ai hoché la tête. Le hochement de tête était ma réponse universelle. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme efficace, une ombre fonctionnelle, veillant à ce que chaque détail de l'illusion d'opulence et de perfection soit absolu. Mais sous ce calme forcé, un courant glacé de terreur traversait mes veines. Je savais que nous vendions ma sœur, mais je sentais aussi, avec une certitude effrayante, que d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui payais le prix le plus élevé. Je ne savais pas à quel point ce sentiment était prophétique.
Cette nuit-là, le destin allait commencer à tisser mon linceul avec les mêmes fils dorés que le mariage de ma sœur. Les Castillo arrivèrent avec la ponctualité d'un bourreau. Don Alejandro entra le premier, un homme corpulent aux épaules larges et aux petits yeux porcins qui scrutait tout avec un air de mépris permanent. Chaque meuble, chaque tableau, chaque détail de notre maison était soumis à son jugement silencieux et condamnant. Sa femme, une femme pâle et fatiguée, ressemblait à une pièce de plus dans sa collection d'objets chers, silencieuse et décorative. Et Matteo, le marié, était une ombre pâle de son père, beau d'une beauté vide, habillé avec une élégance impeccable, mais avec un regard absent et un manque de volonté presque insultant. Le dîner fut une pièce de théâtre absurde. Le menu que j'avais personnellement supervisé avec le service traiteur le plus cher de la ville était exquis, homard, filet mignon, vin de millésime primé. Une opulence que nous ne pouvions pas nous permettre, servie sur la nappe du désespoir. Mes parents riaient trop fort aux blagues sans grâce de Don Alejandro, qui parlait d'acquisition hostile et de licenciement de centaines d'employés comme si c'était une anecdote amusante. Sofia, dans son rôle principal, déployait tout son charme, une symphonie de sourires calculés et de regards séducteurs dirigés à Matteo, qui levait à peine les yeux de son assiette. Mon rôle, comme toujours, était celui de l'ombre. Je servais le vin, je m'assurais que les plats arrivaient chauds, et je restais dans un silence respectueux, sentant la tension dans la salle comme une pression physique sur ma poitrine. À un moment, Don Alejandro s'adressa à mon père. « Javier, j'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes avec ce contrat de coton égyptien le mois dernier. Un homme de ma position ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. » La condescendance dans sa voix était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon père balbutia une excuse, son visage rougissant de honte. C'est à ce moment-là, voyant mon père rapetisser dans sa propre maison, sentant cette atmosphère glaciale et transactionnelle, que j'ai commis mon erreur. Une erreur née du besoin stupide et désespéré d'injecter une goutte d'humanité dans ce désert de formalités, de trouver un terrain commun, aussi petit soit-il. En parlant de détermination, commençai-je avec un petit sourire, ma voix sonnant étrange dans le silence. Je me souviens d'une fois où Sofia avait environ 8 ans. Elle voulait tellement avoir un cheval qu'elle a essayé de vendre ses dessins aux voisins. Elle avait fait un petit panneau en carton où s'était écrit « Arfin à 1 peso », et elle est restée assise toute la journée sur le trottoir. Elle n'en a pas vendu un seul, mais son cœur était si grand qu'elle a fini par adopter un chien errant qu'elle a appelé Éclair. J'ai raconté l'anecdote avec tendresse, la même que je ressentais en m'en souvenant. Je voulais montrer un côté de ma sœur qui ne soit pas sa beauté ou son ambition, mais sa passion d'enfant, son cœur impulsif. Quelque chose de réel. Un silence glacial, plus profond et plus lourd que le précédent, est tombé sur la salle à manger. Don Alejandro a posé sa coupe de vin sur la table avec un claquement sec et délibéré. Il leva un sourcil, une expression de profond et absolu dégoût traversant son visage. L'idée que quelqu'un de sa future famille ait fait quelque chose d'aussi commun, d'aussi vulgaire que vendre des choses dans la rue, était clairement une offense à sa sensibilité de nouveau riche. Mais la réaction de Don Alejandro n'était rien comparée à celle de Sofia. Je vis la transformation dans ses yeux. Son sourire de porcelaine se figea puis se fendilla, révélant quelque chose de terrifiant en dessous. Sous ce masque, un feu furieux, sombre et meurtrier s'alluma. Pour elle, ça n'avait pas été une histoire tendre, mais une attaque calculée, un acte de sabotage devant la seule personne au monde qu'elle devait impressionner. J'avais taché sa toile de perfection avec la saleté de la réalité, et pour Sofia, c'était un péché impardonnable. Le dîner se termina peu après, de façon abrupte et maladroite. Les Castillo s'en allèrent avec une froideur qui promettait un long et dur hiver. Mes parents me lancèrent des regards remplis d'une vie entière de ressentiment, mais ce fut le regard de Sofia qui me glaça le sang et arrêta mon cœur. Ce n'était pas de la colère, c'était une promesse de représailles. En montant les escaliers vers ma chambre, je sentis son regard planté dans mon dos comme 2 pieux de glace et je sus, avec une certitude paralysante, que j'avais libéré quelque chose de terrible. La fissure dans notre façade familiale s'était ouverte et j'étais sur le point d'être jeté dans son obscurité insondable. La maison resta plongée dans un silence dense et accusateur après que la porte en acajou se fut refermée derrière les Castillo. C'était un silence lourd, vibrant de la fureur contenue de mes parents, qui se retirèrent dans leur chambre sans m'adresser un mot, un châtiment que je connaissais bien. Leur silence avait toujours été leur arme la plus affilée. Je montai dans ma chambre en sentant chaque marche comme un pas vers l'échafaud. Je m'assis sur le bord du lit en tremblant, repassant mes stupides paroles encore et encore, souhaitant pouvoir les arracher de ma gorge. C'est alors que la porte de ma chambre s'ouvrit violemment,
claquant contre le mur. C'était Sophia. Le masque de l'hôtesse parfaite avait disparu, révélant un visage déformé par une fureur pure et venimeuse que je ne lui avais jamais vue. « Tu es contente » siffla-t-elle. Sa voix était un fouet de soie et de poison. Elle avança vers moi, non pas comme une sœur, mais comme un prédateur acculant sa proie. « Tu as obtenu exactement ce que tu voulais, pas vrai ?» Me ridiculiser, faire voir à cet homme que je ne suis rien d'autre qu'une arriviste avec une famille pathétique. « Sophia, je te jure que ce n'était pas mon intention », balbutiai-je en me levant instinctivement. Je voulais juste détendre l'ambiance, montrer que tu... Ne tente rien, cria-t-elle, sa voix montant, tranchante et dangereuse. Tu n'as jamais supporté que je sois le centre de l'attention. Depuis petite, tu as toujours dû faire quelque chose pour gâcher mes moments. Tu me jalouses, d'une jalousie pourrie et amère, parce que moi je vais avoir une vie de luxe, une vie qui compte, pendant que toi tu vas pourrir ici, étant la tante vieille fille qui s'occupe d'une usine puante. Chaque mot était un coup physique. Je reculai, sortant de la sécurité de ma chambre vers le grand vestibule de l'étage, celui qui donnait sur l'imposant escalier de marbre, fierté architecturale de ma mère. Ce n'est pas vrai, murmurai-je avec le cœur battant à mes tempes, suffocant. Je veux juste que tu sois heureuse, que tout se passe bien. Un mensonge. Son cri résonna dans le silence de la maison, un son laid et déchirant. Tu voulais que Don Alejandro voie d'où je viens, qu'il voie que je ne suis pas parfaite. Et tu as presque réussi. Tu aurais pu tout ruiner à cause de ta stupide nostalgie. La dispute arriva au bord même des escaliers. L'abîme de marbre s'ouvrait derrière moi. J'essayais de me retourner, de m'éloigner, de chercher refuge, mais elle fut trop rapide. En 2 enjambées, elle m'atteignit. Elle me saisit le bras avec une force d'acier que je ne lui connaissais pas. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux, dilatés par la rage, brillaient d'une haine si pure qu'elle m'effraya jusqu'à la moelle. « Tu ne vas pas ruiner ma vie », dit-elle, et sa voix devint soudain calme. Une calme anormale et terrifiante, celle qui précède la tempête. Puis elle me poussa. Ce n'était pas un faux pas, pas un accident, c'était un acte délibéré, calculé et plein d'une malice absolue. Je sentis ses mains dans mon dos, la force concentrée de son corps projetant le mien vers le vide. Pendant un instant éternel, je flottais dans l'air, voyant son visage triomphant, une grimace de satisfaction cruelle, puis le monde devint un tourbillon de douleur, de marbre et de chaos. Mon corps heurta les marches encore et encore. Chaque impact, une nouvelle explosion d'agonie. Un coup sec et brutal sur mon côté m'arracha le souffle avec un sifflement. J'entendis un craquement affreux, un bruit sourd et humide qui semblait venir du plus profond de mes os. La douleur fut une explosion de lumière blanche aveuglante qui engloutit tout. J'atterris sur le sol du vestibule en bas, un amas brisé et immobile, ma joue écrasée contre la froideur du marbre. Le monde disparut dans une brume noire et douloureuse. Je ne sais pas combien de temps passa, secondes ou minutes. Quand mes paupières s'ouvrirent avec un effort surhumain, la première silhouette que je vis à travers un voile de larmes et de douleur fut celle de ma mère, Elena, agenouillée à mes côtés. Son visage était pâle, oui, mais dans ses yeux il n'y avait ni pitié, ni amour, ni inquiétude pour sa fille blessée. Il y avait de la peur, une peur froide et calculatrice pour l'accord, pour le mariage, pour l'avenir de Sophia. Elle me prit le visage, ses doigts ornés de bijoux serrant ma mâchoire. Elle approcha sa bouche de mon oreille et son murmure fut plus cruel que n'importe quel cri, plus tranchant que n'importe quel couteau, la sentence finale qui détruirait ce qu'il restait de mon âme. « Écoute-moi bien, Isabella, dit-elle, son souffle froid comme une tombe sur ma peau. Ton existence a toujours été un sacrifice nécessaire. Tais-toi et ne gâche pas tout. Tu es tombé. Compris? Tu es tombé. Ce fut ma condamnation à mort. Pas celle de mon corps, qui se sentait déjà brisé, mais celle de mon esprit. À ce moment-là, sur le sol de marbre froid de la maison que j'avais aidé à bâtir, je sus avec une certitude absolue que je n'avais pas de famille. Je n'avais que des bourreaux. La douleur était une marée montante qui menaçait de m'engloutir complètement. Chaque tentative de respirer était un coup de couteau de verre pilé dans mon côté. J'essayais de parler, de protester, de former un mot de refus, mais de ma gorge ne sortit qu'un gémissement étouffé, un son pathétique. Ce fut alors que la silhouette de mon père, Javier, apparut en haut des escaliers. Son regard passa au-dessus de mon corps brisé sur le sol comme s'il n'était qu'un meuble renversé, et se fixa sur Sophia, qui restait en haut, pâle mais étrangement composée.
Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Ses yeux savaient déjà et acceptaient. Sa seule préoccupation était de contrôler les dégâts. « Elena, appelle le licencié Ramirez », ordonna mon père. Sa voix était un grondement bas et autoritaire, coupant l'air tendu. « Non pas, appelle une ambulance. » Il dit, « Appelle l'avocat. » C'était la première pièce de la conspiration, la première pelletée de terre sur ma tombe. Pendant que je gisais là, tremblante de douleur et de choc, ma famille ne planifiait pas comment me sauver, mais comment se sauver eux-mêmes. Le licencié Ramirez, notre avocat de famille, un homme dont la morale était aussi flexible que son portefeuille gonflé, arriva en moins de 20 minutes, bien avant qu'il ne pense à appeler un médecin. Je le vis entrer avec sa mallette en cuir de crocodile et il ne me jeta même pas un regard. Il alla directement vers mon père et ils commencèrent à chuchoter dans un coin du salon, tissant la toile de mensonges qui deviendrait ma nouvelle réalité. Avec un effort qui me parut surhumain, mon père et le chauffeur me traînèrent jusqu'à ma chambre. Chaque mouvement était une nouvelle vague d'agonie qui m'arrachait des cris étouffés. Ils me déposèrent sur le lit comme un sac d'os brisé, sans soin ni compassion. Ma mère entra peu après, non pas avec une trousse de secours, mais avec un verre d'eau et 2 pilules. « C'est pour la douleur, chérie », dit-elle avec une douceur venimeuse qui me retourna l'estomac. « Tu dois te reposer et ne pas trop penser. » Elle m'a forcé à les avaler. C'étaient des analgésiques puissants. Je l'ai compris tout de suite. Le but n'était pas seulement de calmer ma douleur, mais d'embrouiller mon esprit, d'alourdir mes pensées, de faire taire mes protestations avant qu'elles ne puissent même se former dans mon cerveau. L'histoire officielle se forgeait dans le salon en bas pendant que j'entrais et sortais d'une conscience brumeuse et médicamenteuse. Isabella a trébuché sur le tapis du couloir, j'entendis la voix bien préparée de mon père. Il faisait sombre. Ce fut un terrible et malheureux accident. La pauvre est très choquée. Ah, tragique. Vraiment tragique, répondit la voix mielleuse et complice de Ramirez. Nous devons nous assurer que l'histoire soit cohérente, surtout si les Castillo posent des questions. La fille délire à cause du choc, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est important. Peu après, ma cousine Véronica arriva, alertée par l'appel de ma mère. Véronica avait toujours été ma confidente, du moins c'est ce que je croyais. La seule personne dans la famille avec qui je sentais pouvoir être moi-même. Elle entra dans ma chambre les yeux pleins de larmes parfaitement simulées, le visage comme un masque d'inquiétude. « Ma petite cousine, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» s'exclama-t-elle en s'asseyant près de moi et en prenant ma main froide. « Maman Elena m'a dit que tu avais fait une vilaine chute. » J'étais tellement inquiète. Dans mon état drogué, vulnérable et avide d'un peu d'humanité, son visage familier fut un phare dans l'obscurité. Je me suis accroché à sa main comme une naufragée à une planche. « Non, ce n'était pas une chute, Véro », murmurai-je d'une voix cassée et pâteuse à cause des pilules. C'était Sofia. Elle m'a poussé. Je vis un éclat de quelque chose dans ses yeux, quelque chose que, dans ma torpeur, je ne pus pas identifier. Maintenant je sais que c'était l'éclat de l'opportunité, le calcul froid d'une carognarde. Elle m'a prise dans ses bras, m'a consolée, m'a chuchoté que tout irait bien. « Calme-toi, petite cousine, tu es en sécurité maintenant. Je te crois. Bien sûr que je te crois. » Elle a menti avec une facilité glaçante. Et moi, dans mon infinie et pathétique stupidité, je l'ai cru. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque parole cruelle de Sofia, le murmure meurtrier de ma mère. Et elle écoutait attentivement, hochant la tête avec une fausse compassion, enregistrant chacune de mes paroles, non pas pour me défendre, mais pour les utiliser comme munitions contre moi. Elle rassemblait des informations pour mes parents, devenant la témoin vedette de leur conspiration, celle qui porterait le coup de grâce à ma crédibilité. Le cercle du silence et du mensonge s'était refermé autour de moi et, bêtement, je venais moi-même de remettre le cadenas à ma geôlière. Le lendemain, la douleur était une bête vivante installée dans mon corps. Je ne pouvais pas bouger sans qu'un éclair d'agonie ne me traverse de la hanche aux côtes. Mon père, agissant sur les conseils du licencié Ramirez, décida que m'emmener à l'hôpital était trop risqué. Trop de questions, trop de protocoles, trop d'yeux curieux qui pourraient ne pas croire l'histoire du tapis traître. À la place, il fixa un rendez-vous privé et urgent avec la docteure Campos, notre médecin de famille depuis plus de 30 ans. La docteure Campos était une femme intègre et gentille qui m'avait vu grandir. Je me rappelais vaguement un souvenir d'enfance, quand je suis tombé d'un arbre, elle m'avait soigné le bras cassé, m'avait donné un bonbon et m'avait dit que j'étais courageuse.
L'ironie était si amère que j'en eus presque la nausée. Mon père m'aida à descendre les escaliers et à monter dans la voiture, me tenant non pas avec un soutien doux, mais avec une poigne de geôlier. « Souviens-toi de l'histoire, Isabella » siffla-t-il à mon oreille pendant le trajet. Son souffle sentait le café et la panique. « Tu as trébuché. Tu es sous le choc. N'aie pas l'idée de dire une de tes bêtises. Compris ? Je me sentais trop faible et trop médicamenté pour discuter au cabinet, un petit espace propre qui sentait l'alcool et le calme. Mon père insista pour rester pendant l'examen. « Je veux juste m'assurer qu'elle va bien, docteur. Elle est très confuse. » Mais la docteure Campos fut ferme, avec une autorité tranquille qui l'avait toujours caractérisée. « Ravière, j'apprécie, mais j'ai besoin de l'examiner seul. C'est le protocole. S'il vous plaît, attendez dehors. Je vous dirai tout dès que j'aurai fini. » Il sortit à contre-cœur, me lançant un dernier regard d'avertissement qui était un ordre silencieux. La docteure Campos m'aida à m'allonger sur la table d'examen avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec le traitement reçu chez moi. Son examen fut méthodique et minutieux. Ses doigts experts palpèrent mon côté et je ne pus retenir un gémissement aigu. Je vis son visage, d'abord inquiet, s'assombrir à chaque nouveau bleu qu'elle découvrait sous mes vêtements. « Il va me falloir des radiographies tout de suite, dit-elle. Sa voix restait professionnelle, mais je sentais monter une alarme. Elle me regarda droit dans les yeux et j'eus l'impression qu'elle voyait à travers mes mensonges. « Isabella, le motif de ces contusions, la façon dont sont tes côtes, l'emplacement de la douleur à la hanche, ce n'est pas cohérent avec une simple chute sur un tapis. Pour causer ce type de dommages, il faut un impact direct et extrêmement violent. » Je récitai la leçon qu'on m'avait gravée au fer rouge. « Je suis tombée, docteur. Je suis très maladroite. Il faisait sombre. Je n'ai pas vu le tapis. » Les mots sonnaient faux même à mes propres oreilles. Elle n'insista pas. Elle m'envoya au service de radiologie du même bâtiment. Quand je revins au cabinet, elle avait déjà placé les clichés sur le négatoscope. Les images fantomatiques en noir et blanc de mon propre squelette révélaient la vérité que mes lèvres niaient. On voyait clairement les lignes sombres et dentelées de 3 côtes cassées et une fracture nette et brutale à la hanche. 3 côtes cassées, Isabella, et une fracture de la hanche qui exigera une chirurgie, dit-elle en montrant les plaques avec un stylo. Sa voix était grave. Ce n'est pas de la maladresse. C'est un traumatisme sévère, du genre que nous voyons dans des accidents de voiture ou des agressions. Elle s'assit en face de moi. Ses yeux, que j'avais toujours trouvés doux et chaleureux, avaient maintenant une intensité d'acier. Elle se pencha en avant, baissant la voix comme si les murs pouvaient écouter. « Isabella, en tant que médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, un serment de protéger mes patients avant tout. Et la loi de ce pays m'oblige, sous peine de perdre ma licence, à signaler toute suspicion raisonnable d'abus ou d'agression. Je vais te poser la question une fois encore et j'ai besoin que tu réfléchisses très bien à ta réponse, parce que ma prochaine action en dépendra. Est-ce que quelqu'un t'a fait ça ? » Le monde s'arrêta. Dans ma tête, j'entendais la voix de mon père. Je voyais le visage de Sophia. Je sentais le murmure glacé de ma mère. Le poids de ma famille, de son avenir, de son mensonge, m'écrasait. Les larmes que je retenais depuis des heures commencèrent à couler, silencieuses et brûlantes. « Je ne peux pas, murmurai-je en secouant la tête, le mouvement envoyant une pointe de douleur dans mon corps. Vous ne comprenez pas. Je gâcherais tout, tout. » La docteure Campos me regarda avec une profonde tristesse, mais aussi avec une détermination inébranlable. « Je comprends plus que tu ne le penses, ma chère, dit-elle doucement. Je comprends que tu es terrorisée. Et je comprends que mon devoir n'est pas de protéger l'accord commercial de ta famille. Mon devoir est de te protéger, toi. » Elle se leva et marcha vers son téléphone, le dos droit et les épaules fermes. « Mon serment est envers toi, Isabella. Ma responsabilité est envers la patiente que j'ai devant moi, pas envers sa famille. Je ne serai pas complice de leur silence. » Pendant que je la regardais, paralysée par la peur et par une étrange et immense sensation de soulagement, elle décrocha le combiné. Je sus que ma vie d'avant, la vie de silence et de sacrifice, était finie pour toujours. La docteure Campos, une femme liée par sa conscience et son serment, venait d'allumer la mèche, et j'étais à l'épicentre de l'explosion à venir. Le retour à la maison fut un trajet silencieux, chargé d'une tension électrique si dense que je pouvais la sentir crépiter dans l'air de la voiture.
Mon père conduisait les jointures blanches sur le volant en cuir, la mâchoire si serrée qu'on aurait dit qu'il allait se briser les dents. Il ne me regarda pas une seule fois. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais sentir sa fureur rayonner du siège conducteur, une vague de chaleur venimeuse qui m'enveloppait. Je savais que la docteure Campos avait passé l'appel. Lui aussi le savait. La bataille de volonté dans le cabinet avait été silencieuse, mais décisive, et l'enfer, avec toute sa bureaucratie et ses conséquences, nous attendait. En tournant au coin de notre rue bordée d'arbres, mon cœur fit un bond douloureux. Là, il y avait la voiture de patrouille, garée ostensiblement devant notre imposante façade de pierre. Ses gyrophares n'étaient pas allumés, mais sa seule présence était une sirène silencieuse, un cri de scandale dans l'après-midi tranquille et opulent. À côté, une berline banalisée que je sus immédiatement appartenir aux services sociaux. Le cirque était arrivé en ville et nous étions l'attraction principale. Dès que nous sommes entrés dans la maison, le chaos éclata. Une assistante sociale, une femme sévère au tailleur pratique nommée Madame Monte, et 2 policiers en uniforme nous attendaient dans le vestibule. Ma mère était là, jouant le rôle de sa vie, versant des larmes de crocodile dans un mouchoir de soie, tandis que Sofia, avec une expression de victime offensée, la consolait. C'était une scène si bien répétée qu'elle aurait pu gagner un prix. « Isabella de la Garza » demanda Madame Monte. Sa voix était calme, mais sans appel. Elle me regarda par-dessus ses lunettes et ses yeux semblaient voir directement la douleur et la peur que j'essayais de cacher. « Nous avons reçu un rapport préoccupant sur votre état physique. Nous devons vous parler seuls. » C'était comme si cette simple phrase avait fait éclater un barrage. La fureur de ma famille, à peine contenue jusque-là, se déchaîna en un torrent laid et bruyant. « C'est du jamais vu. » Un abus, cria mon père, pointant les policiers d'un doigt tremblant. « Et quel droit avez-vous d'envahir ma propriété privée? Tout ça est un malentendu ridicule causé par une vieille doctoresse indiscrète qui aurait dû prendre sa retraite depuis des années. » Ma mère se tourna vers moi et son visage, auparavant attristé, se transforma en un masque de pure haine. Ses yeux brillaient d'une malice que je n'avais jamais vue si nue. « Toi, hurla-t-elle, sa voix aiguë et perçante perdant toute sa prétendue dignité de dame de société. « Que as-tu fait, ingrate? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nous trahis de cette manière? Tu vas ruiner l'avenir de ta sœur. Tu vas tous nous ruiner. » Les policiers tentèrent de calmer la situation avec des phrases comme « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. » Mais c'était inutile. Pendant que Madame Monte me guidait doucement vers le bureau pour parler en privé, j'entendais encore les cris de mes parents. Mais je n'avais plus peur. La terreur avait été remplacée par un vide glacé, une clarté cristalline et terrifiante. Je les voyais enfin tels qu'ils étaient vraiment, une meute de loups prête à dévorer l'un des leurs pour protéger la meute. Mon entretien avec Madame Monte fut bref et direct. Avec mon corps endolori et mon âme engourdie, je lui dis la vérité. Pas toute l'histoire de ma vie, pas encore, mais suffisamment. Je lui parlais de la poussée, de la douleur, des mots exacts de ma mère. Elle écouta en hochant la tête, son visage impassible, prenant des notes dans un carnet. Son professionnalisme était une encre dans ma tempête. Quand je sortis du bureau, l'atmosphère dans la maison avait changé. La fureur brûlante s'était refroidie en une stratégie froide et cruelle. Le licencié Ramirez était déjà là, chuchotant urgemment avec mon père. Ma mère et Sofia me regardaient comme si j'étais une étrangère, une peste, une ennemie. Ce fut mon père qui prononça la sentence finale de mon exil. Il s'approcha de moi. Son visage était de pierre, ses yeux 2 éclats de glace. « Tu as fait ton choix, dit-il. » Sa voix était plate, sans aucune émotion. Il prit une des valises de voyage qui était dans l'armoire du vestibule, une que j'avais moi-même utilisée pour des déplacements professionnels, et la jeta à mes pieds avec un bruit sourd. « Dégage de ma maison immédiatement. Tu n'as plus ta place ici. Tu n'es plus ma fille, tu es un problème que nous venons de résoudre. » Je ne suppliais pas, je ne pleurais pas. Je me penchai avec un effort douloureux qui m'arracha un gémissement, ramassai la valise et marchai vers la porte. Chaque pas était une torture physique, mais aussi un pas vers une liberté dont j'ignorais l'existence. En franchissant le seuil, je me retournai et les regardai une dernière fois. Mon père, le tyran. Ma mère, la conspiratrice. Sofia, l'assassine de mon âme. Et sur leur visage, je ne vis rien d'autre que du soulagement. La porte se referma derrière moi avec un son définitif et creux. J'étais dans la rue, le corps brisé,
le cœur en miettes et sans un centime. J'étais seul, et pour la première fois de ma vie, terriblement libre. Mon exil venait de commencer. L'assistante sociale, Madame Monte, me trouva sur le trottoir, fixant la porte en acajou fermée de ce qui avait été ma maison et ma prison pendant 45 ans. Son visage sévère s'était adouci d'une touche de compassion professionnelle. « Venez avec moi, mademoiselle de la Garza, dit-elle doucement. Il y a un endroit sûr pour vous. » Cet endroit sûr était un refuge pour femmes, de l'autre côté de la ville, un bâtiment anonyme en briques, dans un quartier où je n'avais jamais mis les pieds. L'endroit sentait le désinfectant, la soupe en sachet et les histoires tristes. On m'assigna un lit étroit dans un dortoir partagé avec 5 autres femmes. Leurs visages portaient des blessures, visibles et invisibles, qui étaient un miroir déformé des miennes. Les premiers jours furent un brouillard de douleur physique et une agonie émotionnelle si profonde que j'avais l'impression de m'y noyer. La douleur à ma hanche et à mes côtes était un rappel constant et brutal de la trahison de ma sœur. Mais il y avait une autre douleur, plus aiguë, plus persistante, qui me maintenait éveillé dans l'obscurité, l'écho des mots de ma mère. Ton existence a toujours été un sacrifice nécessaire. Cette phrase se répétait dans mon esprit comme une litanie infernale, me dépouillant de mon humanité. Pendant des années, j'avais vécu pour eux. J'avais sacrifié ma jeunesse, mes rêves, mon identité sur l'autel de la famille de la Garza. Et en échange, quand j'avais le plus eu besoin d'eux, ils m'avaient jeté comme un vieil objet cassé. La loyauté que je leur avais donnée s'était transformée en mépris. L'amour que j'espérais, en une sentence d'exil. Une nuit, alors que je reposais sur ma paillasse en écoutant la respiration des autres femmes, l'une d'elles, une femme plus âgée nommée Martha, vint s'asseoir près de moi. Elle avait un œil au beurre noir et un sourire triste. « La douleur te fait croire que tu es la seule au monde, n'est-ce pas ?» dit-elle à voix basse. « Mais ensuite tu te rends compte qu'il n'y a que 2 types de personnes, celles qui se laissent écraser et celles qui apprennent à frapper en retour. » Ces mots, simples et directs, me frappèrent avec la force d'une révélation. Dans la solitude de ce refuge, entouré d'autres femmes brisées, quelque chose en moi commença à changer. Les larmes d'autocompassion se séchèrent. La douleur de victime commença à se transformer en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. La tristesse se solidifia, cristallisant en une rage froide, pure et concentrée. Martha avait raison. Je pouvais me laisser écraser, me consumer dans ma douleur jusqu'à disparaître, ou je pouvais apprendre à frapper en retour. Le lendemain, je demandai un cahier et un stylo au bureau du refuge et je commençai à travailler. Avec une clarté mentale qui me surprit, une clarté née de la pure fureur, je commençai à planifier ma guerre. Je n'étais plus la fille sacrifiée, j'étais une stratège. D'abord, j'écrivis tout. Pas seulement l'agression, mais 45 ans d'abus émotionnels, de mépris, d'exploitation. J'énumérais chaque sacrifice que j'avais fait pour l'entreprise, chaque idée brillante dont mon père s'était attribué le mérite en réunion, chaque fois où j'avais dû réparer les désastres financiers de Sofia, chaque fois où ma mère m'avait fait me sentir insignifiante d'un simple regard. Ensuite, mon esprit, aiguisé par des années à gérer une entreprise dans l'ombre, se mit à travailler sur les points faibles de l'ennemi. J'écrivis leurs secrets, les conversations que j'avais surprises sur des optimisations fiscales qui ressemblaient à de la fraude, les incohérences dans les livres comptables que mon intuition m'avait signalées depuis des années, les fournisseurs fantômes que mon père utilisait pour détourner de l'argent. Mon esprit, libéré du joug de la loyauté forcée, devint un dossier détaillé de leurs péchés. Et alors, un nom clé surgit dans mon esprit, Carlos Ramirez. Non, pas l'avocat, mais l'ancien directeur de l'usine, un homme bon, loyal et travailleur, que mon père avait licencié injustement 1 an auparavant. Carlos savait tout et, plus important encore, il avait ses propres raisons de haïr ma famille. Je n'allais pas attendre que la justice vienne à moi. J'allais aller la chercher, la forger de mes propres mains, et Carlos serait ma première arme. L'Isabla soumise et silencieuse était morte. On l'avait tuée sur le sol de marbre de sa propre maison, et de ses cendres venait de naître un monstre, ou peut-être simplement la femme que j'aurais toujours dû être. Quitter le refuge pour aller chercher Carlos fut mon premier acte de rébellion consciente et planifié. Chaque pas dans les rues de ce quartier inconnu défiait mes blessures, mais la douleur physique était éclipsée par la flamme de mon but. Je n'avais pas son adresse actuelle, mais je me souvenais du nom du quartier ouvrier où il vivait. Il fallut 2 après-midi de marche pénible, boitant visiblement, et de questions discrètes dans les petites boutiques et les cantinas, pour enfin retrouver sa trace. Je le trouvai dans un modeste atelier mécanique, les mains couvertes de graisse et une expression de fatigue que je ne lui connaissais pas.
Quand il me vit debout à l'entrée, ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de surprise, de confusion et d'une profonde inquiétude. « Sonora Isabla », dit-il en laissant tomber une clé anglaise et en s'essuyant les mains sur un chiffon sale. « Que faites-vous ici ? J'ai entendu des rumeurs terribles à l'usine. Il disait que vous aviez eu un accident. J'ai besoin de vous parler, Carlos, dis-je. Ma voix fut ferme, en privé. Je l'emmenai dans un petit café voisin, un lieu anonyme aux tables en formica et à l'odeur de café brûlé, un univers à des années-lumière des restaurants de luxe que ma famille fréquentait. Là, sans détour, je lui racontai tout. Je n'omis rien. La poussée délibérée, les mots de ma mère qui étaient une sentence, l'exil, la conspiration du silence. Pendant que je parlais, je vis son expression passer de la compassion à une colère froide et familière. Lui aussi avait été victime du mépris et de l'arrogance des de la Garza. Ces monstres, murmura-t-il finalement, serrant sa tasse de café si fort que je crus qu'il allait la briser. Ils m'ont viré après 20 ans de service loyal, sans un centime d'indemnité, juste parce que leur neveu inutile avait besoin d'un poste. Ils m'ont traité comme une pièce cassée. Je sais parfaitement de quoi ils sont capables. Nous partageâmes un moment de silence, un lien forgé dans l'injustice. Carlos, j'ai besoin de votre aide, dis-je en me penchant sur la table, ma voix un murmure intense. Je vais les poursuivre. Pas seulement pour l'agression. Pour tout. Je veux les exposer pour ce qu'ils sont, mais j'ai besoin de preuves. Je sais que mon père triche. Je le sais depuis des années, mais je n'ai jamais eu accès à la vérité complète. Vous, si. Vous étiez à l'intérieur. Carlos me fixa longuement, étudiant mon visage. Il cherchait la femme soumise et tranquille dont il se souvenait, celle qui baissait toujours les yeux. Mais à la place, il trouva une guerrière aux yeux de glace. Un sourire sombre, presque une grimace, se dessina sur ses lèvres. « Je n'ai pas les documents, Sonora Isabla, dit-il, et mon cœur se serra un instant. Votre père est trop malin pour laisser des preuves physiques visibles. Mais je sais où il garde son âme, je sais où est sa confession. » Il fit une pause, s'assurant de toute mon attention. Il a un second jeu de livres, un livre de contes noirs relié en cuir. Là, il note chaque magouille, chaque pot de vin, chaque centime détourné de l'entreprise depuis 20 ans. C'est son vrai trésor, sa Bible du péché. Où, demandai-je en retenant mon souffle, sentant l'adrénaline pour la première fois. À l'usine. Dans son ancien bureau, il y a un grand et horrible tableau de son grand-père sur le mur derrière son bureau. Derrière ce tableau, il y a un coffre-fort caché dans le mur. Personne d'autre ne le sait. Il me l'a montré une fois, lors d'une de ses rares soirées d'ivresse, se vantant de son intelligence. Il disait que c'était le seul endroit que personne n'oserait toucher, l'hôtel de la famille. L'information était une bombe atomique. C'était la clé qui pouvait ouvrir toutes les portes de l'enfer pour eux, mais c'était aussi une forteresse imprenable. Comment moi, une exilée sans un centime, pourrais-je accéder au bureau de mon père et à un coffre-fort secret ? « Carlos, dis-je en le regardant droit dans les yeux avec une nouvelle détermination. Tu viens de me donner la carte au trésor. Maintenant, je dois trouver comment entrer dans la forteresse et le voler. Et je te jure sur ma vie que je le ferai. » Il hocha la tête, et pour la première fois je vis une étincelle d'espoir et de respect dans son regard fatigué. « Quand vous serez prête, avertissez-moi. Je vous aiderai autant que possible. J'ai encore des contacts à l'intérieur qui me sont fidèles. Pour vaincre Javier de la Garza, Sonora Isabla, j'attendrai 20 ans s'il le fallait. » Notre alliance fut scellée dans ce modeste café, l'alliance de deux personnes rejetées et brisées par la même famille arrogante. Nous étions les déchus, oui, mais nous étions sur le point de nous relever et de provoquer un tremblement de terre qui ferait vaciller leurs fondations d'or et de mensonges. Avec l'aide de Madame Monte, qui me mit en contact avec une organisation d'assistance juridique et grâce à un contact de Carlos, je trouvai une jeune avocate commise d'office, brillante et combative, la licenciée Ana Moreno. Quand je lui présentai mon dossier dans son petit bureau encombré, non seulement l'agression physique mais aussi le soupçon de fraude massive et l'existence du livre noir, ses yeux brillèrent de l'excitation d'un prédateur qui venait de trouver une proie digne de lui. Ensemble, nous préparâmes et déposâmes la plainte civile. La nouvelle, quand elle éclata, tomba comme un éclair dans un ciel serein, au cœur du cercle social exclusif et fermé de ma famille. La réponse ne se fit pas attendre. Mais, à ma surprise, elle ne vint pas de mes parents, sans doute barricadés derrière leur avocat. Elle vint d'un endroit bien plus puissant et dangereux.
Un après-midi, alors que je revenais au refuge après une séance de kinésithérapie et une torture nécessaire, une voiture noire de luxe, une berline allemande aux vitres teintées qui transpirait l'argent et le pouvoir, s'arrêta doucement à ma hauteur. Deux hommes massifs, en costume coûteux qui ne cachaient pas leurs coups de taureau ni leurs mains de brute, descendirent du véhicule. « L'Isabla de la Garza » demanda l'un d'eux, sa voix rauque comme du gravier. Ce n'était pas une question, mais une confirmation. Mon cœur s'emballa, un tambour sauvage cognant contre mes côtes fracturées. La peur, vieille connaissance paralysante, revenait me visiter. « Oui, c'est moi », répondis-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. « Don Alejandro Castillo souhaite vous parler », dit l'autre homme en ouvrant la portière arrière de la voiture d'un geste qui n'admettait aucune négociation. « Nous vous serions reconnaissants de nous accompagner. » Ce n'était pas une demande, c'était une convocation. Les jambes tremblantes, je montai dans la voiture. À l'intérieur, l'air sentait le cuir coûteux, l'eau de Cologne de designer et une menace silencieuse. Ils me conduisirent dans un restaurant exclusif du quartier le plus cher de la ville, un lieu que je reconnaissais des magazines mondains. Il était totalement vide, fermé au public rien que pour lui. Don Alejandro m'attendait à une table au centre de la salle, telle une araignée au milieu de sa toile. « Là, asseyez-vous, je vous prie », dit-il sans se lever, désignant la chaise en face de lui. Sa froideur était plus intimidante que n'importe quel cri. « J'ai entendu parler de votre malheureux problème familial et de votre plainte tout aussi malheureuse et inopportune. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez », mentis-je en essayant de garder la voix ferme, mes mains crispées sur la lanière de mon sac. Il sourit, une grimace sans joie qui n'atteignit pas ses yeux glacés. « La señorita de la Garza, ne perdons pas de temps en formalités stupides. Vous et moi savons que votre famille est une bande de parvenus désespérés et bruyants. Et vous, apparemment, êtes devenu leur plus gros problème. Cette plainte, cette publicité est un inconvénient pour moi. Elle salit le nom de ma famille par association, et ça, je ne le tolère pas. » Il posa une mallette en cuir sur la table et l'ouvrit avec un claquement sec. Elle était remplie de liasses de billets de $100. Voilà $200 000. En liquide. De quoi commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Loin. Retirez la plainte, oubliez toute cette histoire, disparaissez, et cet argent est à vous. Personne ne parlera plus jamais de vous. Je regardais l'argent, puis je le regardais, lui. À cet instant, je compris la véritable nature du pouvoir. Ce n'était pas seulement la richesse, c'était l'arrogance obscène de croire que tout, y compris la justice, la dignité et l'âme d'une personne, avait une étiquette de prix. « Et si je refuse ?» demandai-je. Ma voix n'était qu'un souffle, mais chargée du poids de ma décision. Son sourire disparut complètement. Son visage se durcit. « Alors, les choses vont devenir très désagréables. Vous êtes une femme seule, avec la santé fragile, vivant dans un endroit peu recommandable. Des accidents arrivent tous les jours. Un faux pas sous la douche, un conducteur distrait, un vol qui tourne mal. Ce serait vraiment dommage que votre quête de justice se termine de façon si tragique et prématurée. » La menace était sans équivoque, brutalement claire. La peur me parcourut le dos comme un frisson glacé, mais sous la peur, la rage que j'avais cultivée brûla avec une fureur renouvelée. Cet homme qui ne me connaissait pas se sentait en droit de menacer ma vie pour éviter une tache sur son précieux nom de famille. Mais j'avais appris de mes erreurs. Je n'étais plus la victime naïve. Pendant que je faisais semblant d'être terrifié, la main tremblante dans mon sac, j'appuyais avec le pouce sur le bouton « Enregistrer » de mon vieux téléphone portable. J'ai besoin de temps pour y penser, balbutiai-je en jouant mon rôle à la perfection, le laissant voir le tremblement de mes mains. « Vous avez 24 heures, dit-il en se levant, mettant fin à l'audience. J'espère pour votre bien que vous prendrez la décision intelligente. » Je sortis de ce restaurant les jambes comme de la gelée, mais avec une arme nouvelle et puissante en ma possession. Don Alejandro pensait m'avoir intimidé jusqu'au silence. Il ne savait pas qu'il venait de signer sa propre condamnation et celle de ma famille, dans un enregistrement audio de 3 minutes qui valait bien plus que tout l'argent de sa mallette. Les mois qui passèrent jusqu'au procès furent une guerre de tranchées psychologiques. Le licencié Ramirez, le chien de poche rusé de mon père, utilisa toutes les tactiques sales à sa portée pour me discréditer et me détruire avant que je puisse dire un seul mot devant le jury. Il déposa des requêtes pour demander une évaluation psychiatrique, affirmant que je souffrais de délires de persécution et d'un passé d'instabilité émotionnelle. Il fit filtrer des rumeurs anonymes à la presse à sensation, me peignant comme une vieille fille amère,
consumé par la jalousie du succès de ma sœur. C'était une attaque vile, personnelle et systématique contre mon caractère, conçue pour qu'au moment venu, personne ne croie un mot de ce qui sortirait de ma bouche. Mais chaque titre calomnieux, chaque requête insultante ne faisait que durcir ma résolution, affûter l'acier de ma détermination. Avec Anna Moreno, mon avocate, nous travaillions jour et nuit dans son petit bureau, entouré de montagnes de documents. Elle était l'experte du droit, celle qui connaissait les détours du système, mais moi j'étais l'experte de ma famille. Je connaissais leurs faiblesses, leur arrogance, leur façon de penser. Je donnais à Anna les clés pour les démanteler, l'obsession de mon père pour le statut, la fragilité de l'ego de ma mère, la cruauté narcissique de Sofia. Ensemble, nous étions une équipe redoutable. Enfin, le jour du procès arriva. La salle d'audience était un cirque. Bondée de journalistes avec leurs carnets prêts et de curieux de la haute société, tous impatients d'assister au carnage, de voir l'une des leurs être dévorée en public. Ma famille arriva comme à une première de gala, démonstration d'arrogance défiant tout. Mon père dans son costume italien le plus cher. Ma mère, cachée derrière des lunettes de soleil de designer et une expression de martyr souffrante. Sofia, vêtue d'un blanc virginal qui frôlait le blasphème, un faux ange aux yeux de démon. Ils me regardèrent avec un mépris total, comme si j'étais un insecte qui avait osé ramper jusqu'à leur palais de verre. Les premiers jours du procès furent un défilé de témoins de la défense, soigneusement choisis, des amis de la famille, des employés loyaux, qui présentaient ma famille comme des piliers de la communauté, des philanthropes généreux et des parents dévoués, et moi comme une brebis galeuse ingrate, problématique et jalouse. Mais le coup le plus dévastateur, celui que je savais venir mais qui me fit tout de même l'effet d'un coup de couteau frais, vint de mon propre sang. La défense appelle à témoigner Véronica de la Garza, annonça le licencié Ramirez avec un sourire de satisfaction. Mon cœur s'arrêta un instant. Je vis ma cousine, que j'avais un jour appelée ma meilleure amie, marcher vers la barre, évitant délibérément mon regard. Je sus que la promesse de mes parents de régler ces lourdes dettes de jeu avait été tenue. Sa loyauté avait un prix, et je n'avais pas pu l'égaler. Sous serment, une main sur la Bible, Véronica tissa un filet de mensonges venimeux et cruels. Elle dit que j'avais toujours été pathologiquement obsédé par la vie de Sofia. Elle affirma m'avoir vu boire beaucoup la nuit du terrible accident. Elle assura m'avoir entendu dire des choses horribles sur le mariage et sur la famille Castillo, les traitant de nouveaux riches vulgaires. Puis vint le mensonge final, celui fait pour m'anéantir, celui qui me poignarda droit au cœur. Après la chute, dit-elle en essuyant une larme de crocodile parfaitement répétée, quand nous étions seuls, Isabella m'a avoué, elle m'a avoué en sanglots qu'elle s'était jetée elle-même dans les escaliers. Elle a dit que c'était la seule façon d'accuser Sofia et d'arrêter le mariage. Elle voulait tout ruiner à n'importe quel prix. Un murmure de choc et de scandale parcourut la salle. Je vis le sourire triomphant sur le visage du licencié Ramirez. Mon propre sang me crucifiait en public. Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds, l'air me manquait. Pendant un instant, la douleur de cette trahison fut si intense qu'elle dépassa même le souvenir du marbre froid contre ma joue. Je regardai Véronica, son visage contrit d'actrice consommée, et je sentis une nausée profonde et amère. Anna posa une main rassurante sur mon bras, une encre dans ma tempête. « Respire, Isabella » chuchota-t-elle. Sa voix était un câble d'acier. C'était attendu. C'est leur mouvement le plus désespéré. Reste solide. Notre tour viendra, et quand il viendra, nous ne laisserons aucune pierre sur une autre. Elle avait raison. La trahison de Véronica était douloureuse, mais c'était aussi la preuve de leur désespoir. Ils utilisaient toutes leurs armes, les plus sales, parce qu'ils savaient que j'avais la seule qui comptait vraiment, la vérité. Et mon tour de l'utiliser était sur le point d'arriver. La partie demanderait s'appelle à la barre Isabella de la Garza. Quand j'entendis mon nom résonner dans la salle d'audience, un calme froid me submergea. La peur et la douleur s'étaient déposées au fond de moi, devenant un carburant à haute densité. Je pris une grande inspiration et marchai de ma table jusqu'à la barre. Je sentis les regards de toute la salle sur moi, me jugeant, m'analysant, attendant le spectacle. Je passai près de la table de la défense. Le regard de mon père était un avertissement glacé. Celui de ma mère, un mépris absolu. Et celui de Sofia, un triomphe froid et prématuré. Je ne bronchais pas. Je les regardais dans les yeux, l'un après l'autre, soutenant leur regard une seconde avant de poursuivre mon chemin. La femme qu'ils connaissaient, celle qui se serait recroquevillée de peur et aurait baissé les yeux, n'existait plus.
Je prêtai serment d'une voix claire et massive. Anna Moreno commença son interrogatoire avec un calme professionnel, me guidant à travers ma vie, mes années de dévouement à l'entreprise, les sacrifices personnels que j'avais faits. À chaque question, elle peignait le portrait non d'une femme jalouse, mais d'un pilier exploité, d'une fille dévouée. Puis nous atteignîmes le cœur sombre de l'histoire, la nuit de l'agression. La señorita de la Garza, la défense, par le témoignage de votre cousine, prétend que vous vous êtes jeté délibérément dans les escaliers. Est-ce vrai? Demanda Anna, sa voix résonnant dans le silence. Non, licencié. Ce n'est pas vrai, répondis-je. Ma voix était ferme, sans la moindre hésitation. Je regardais directement le jury, cherchant leurs yeux. Aimer ma vie n'était pas une option qu'on m'offrait souvent, mais je ne l'ai jamais assez détestée pour tenter de me l'ôter d'une manière aussi douloureuse. Alors, s'il vous plaît, dites exactement au jury ce qui s'est passé cette nuit-là. Et je le fis. Je relatai les faits sans fioriture, sans hystérie, avec la précision d'un rapport d'autopsie. Je décrivis la dispute, les paroles cruelles et venimeuses de Sofia. Je décrivis le coup d'épaule délibéré, la sensation de trahison quand ses mains touchèrent mon dos. Je décrivis la douleur, le son de mes os qui se brisaient contre le marbre et ensuite je décrivis ma mère agenouillée à côté de moi, non pas pour me consoler, mais pour me condamner. Et qu'est-ce que votre mère, Madame Elena de la Garza, vous a dit exactement pendant que vous étiez blessé et sans défense sur le sol de votre propre maison, demanda Anna, sa voix chargée d'un poids dramatique. Je regardai directement ma mère. Ses yeux s'ouvrirent avec un soudain sentiment de panique. Sa façade de martyr se fissura. Ma mère, dis-je, ma voix descendit jusqu'à un murmure qui obligea toute la salle à se pencher pour écouter, elle a pris mon visage, a approché ses lèvres de mon oreille et m'a dit, « Ton existence a toujours été un sacrifice nécessaire. Tais-toi et ne gâche pas tout. » Un souffle collectif, fort et audible, traversa la salle. Ma mère devint pâle comme un fantôme, mettant une main sur sa bouche. Le contre-interrogatoire de l'avocat Ramirez fut aussi brutal que je l'avais prévu. Il me traita de menteuse, d'hystérique, d'une femme rancunière et amère qui avait construit un château de fantasmes pour se venger de sa sœur réussie. Il essaya de déformer mes paroles, de me faire douter de ma propre mémoire, de me provoquer pour que je perde mon calme, mais j'étais préparé. Je répondis à chaque question avec un calme glacial, détruisant ses insinuations avec des faits froids et logiques. Et ensuite, quand il termina, épuisé et frustré, notre moment arriva. Monsieur le juge, la défense a attaqué le caractère de ma cliente sans arrêt, la traitant de menteuse, dit Anna en se levant. Mais nous avons des preuves qui démontrent le vrai motif derrière la dissimulation de cette agression, un motif qui va bien au-delà d'un mariage. Nous demandons un mandat de perquisition pour le bureau de Monsieur Javier de la Garza, dans les installations de textile de la Garza, spécialement pour fouiller un coffre-fort caché derrière un portrait de son défunt père. Ramirez sauta de son siège comme si on lui avait envoyé une décharge électrique. Je proteste vivement. C'est une recherche sans fondement, une tactique désespérée pour détourner l'attention. Il y a un fondement, monsieur le juge, répondit calmement Anna et elle remit au juge une déclaration sous serment signée par Carlos Ramirez, l'ancien directeur, détaillant l'existence et l'usage probable du livre noir de comptabilité. Le juge, un homme âgé avec une réputation d'incorruptible, lut la déclaration en fronçant les sourcils. La curiosité fut plus forte que l'objection. Objection rejetée. Le mandat est accordé. Ce tribunal entre en pause de 2 heures. La tension dans la salle était palpable. Mon père était furieux. 2 heures plus tard, les huissiers revinrent avec un coffre-fort portable et un serrurier. Ils l'ouvrirent là, au milieu de la salle du tribunal, devant tout le monde. Et à l'intérieur se trouvait l'âme sombre de mon père, sa confession de décennies de crimes reliés en cuir noir. Quand Anna commença à projeter sur un écran, page après page de fraude, d'évasion fiscale, de pots de vin, de détournement de fonds, le visage de mon père se décomposa. La façade du respectable homme d'affaires s'effondra en direct, révélant le criminel qui était dessous. Je me tournai pour regarder ma famille une dernière fois depuis le banc des témoins. Leur arrogance avait disparu, remplacée par une peur pure et brute d'être découvert. Je regardais Sofia, dont le visage parfait était maintenant pâle et crispé par la peur. Et d'une voix forte, pour que tout le jury et toute la salle puissent entendre, je dis la phrase que j'avais répétée seul dans la chambre du refuge. Tu as brisé mes os, mais tu as libéré ma voix. À ce moment, je sus que je n'avais pas seulement gagné le procès, j'avais gagné ma vie.
J'avais récupéré ma voix et j'étais prête à l'utiliser pour crier ma vérité depuis les toits. Le jury délibéra moins de 4 heures, un temps record pour un cas aussi complexe. Quand ils revinrent dans la salle, leur visage était sérieux et je sus que la vérité avait trouvé un terrain fertile. Le verdict fut unanime en ma faveur sur tous les chefs d'accusation. Le juge m'accorda une indemnisation de plusieurs millions pour dommages physiques, émotionnels et, le plus important, pour dommages punitifs, une punition conçue pour sanctionner leur conduite malveillante. La salle du tribunal explosa en un chaos de murmures, de flashs de caméras et de journalistes courant vers les sorties. Je vis mon père s'enfoncer dans sa chaise, un homme autrefois imposant, maintenant réduit à un vieil homme brisé et humilié. Ma mère pleurait en silence, non pas pour moi, mais pour la perte de son statut, de son monde d'apparence. Et Sophia, ma sœur, la cause de tout, regardait dans le vide. Son visage était un masque d'incrédulité, voyant son futur de princesse se transformer en poussière et en cendre devant ses yeux. L'avocat Ramirez la fit sortir rapidement de la salle par une porte latérale, poursuivi par une nuée de journalistes qui criaient des questions comme une meute de loups. Pendant un instant, une vague de triomphe pur et viscéral me traversa. Je l'avais fait. J'avais combattu le Goliath de ma propre famille et je l'avais abattu. La justice, ce mot si abstrait et lointain, avait gagné. Mais alors que j'étais assise là, dans le calme qui suivit la tempête, regardant Anna ramasser ses papiers avec un sourire de satisfaction, je réalisais quelque chose de profond et d'électrisant. Un verdict de justice n'était que ça, un papier, une reconnaissance officielle de ma douleur. L'argent pouvait payer mes factures médicales, mes futures opérations et m'apporter la sécurité d'un nouveau départ, mais il ne pouvait pas effacer les cicatrices de mon âme ni l'écho des paroles de ma mère. L'humiliation de ma famille devant la cour était satisfaisante, oui, mais la mémoire de leurs crimes, avec le temps, serait enterrée dans les vieux dossiers du tribunal, disparaissant jusqu'à devenir une simple note de bas de page dans l'histoire de la ville. Non, le verdict n'était pas la fin, c'était le début de ma vraie justice. C'étaient les munitions dont j'avais besoin pour ma vengeance finale et définitive. Une semaine plus tard, avec une partie de l'argent déjà sur mon compte, je fis 2 appels qui scelleraient leur destin. Le premier fut à l'une des agences de relations publiques les plus agressives et redoutées de la ville, connue pour sa capacité à construire ou détruire des réputations avec une précision chirurgicale. Le deuxième, à une journaliste d'investigation d'un grand journal national, une femme célèbre pour sa ténacité et son absence de pitié, une femme que mon père, dans son arrogance, avait humiliée publiquement des années auparavant dans un club privé. Je l'ai rencontrée dans le nouveau et spacieux bureau de mon avocate, Anna Moreno. Sur la table en acajou poli, j'étalai mon plan de bataille. Ce n'était pas un plan de reconstruction pour moi, c'était un plan de démolition contrôlé pour eux. Mesdames, dis-je avec un calme qui me surprit moi-même, j'ai le verdict du jury, qui est public. J'ai des copies certifiées des livres noirs de mon père et j'ai ceci. Je posai mon vieux téléphone portable sur la table et appuyai sur lecture. La voix froide et menaçante de Don Alejandro Castillo, m'offrant de l'argent puis me menaçant de mort, remplit la pièce. La journaliste faillit tomber de sa chaise. L'experte en relations publiques sourit. Un sourire de requin qui sent le sang dans l'eau. Je veux que tout le monde sache non seulement ce qu'ils m'ont fait à moi, mais qui ils sont vraiment, expliquai-je. Ma voix était comme de l'acier froid. Je ne veux pas que ce soit une simple nouvelle d'un jour, un scandale vite oublié. Je veux que ce soit une saga, une exécution publique lente, méthodique et télévisée. Je veux que chacun de leurs amis, associés et connaissants sache la vérité. Je veux qu'il n'y ait aucun endroit dans cette ville où ils puissent se cacher de leur honte. Le plan était simple, élégant et brutal. Chaque semaine, comme un poison qui goûte, nous lancerions une nouvelle bombe aux médias, gardant l'histoire vivante, empêchant qu'on l'oublie. Je n'étais plus une victime qui réagissait à leurs attaques. J'étais devenu l'auteur de leur destruction. J'utilisais leurs propres armes, l'argent, l'influence, le pouvoir du scandale, contre eux. Et pendant que je planifiais leur chute, assise dans ce bureau, je sentais une puissance que je n'avais jamais connue. C'était enivrant et terrifiant, et je l'adorais. La tempête médiatique que nous avons déclenchée fut un ouragan de catégorie 5 qui balaya l'empire fragile de papier de ma famille. Mon histoire, soigneusement dosée par l'agence de relations publiques et brillamment enquêtée par la journaliste, cessa d'être un simple ragot de haute société. Elle devint un symbole national de la corruption, de l'hypocrisie et de la pourriture morale cachée derrière les façades des familles les plus puissantes du pays. La première pièce de domino à tomber fut la plus importante pour eux, la réputation.
Les de la Garza passèrent d'une famille respectée et enviée à des parias de la ville. Les amis de toujours, ceux qui avaient bu leur vin et ri à leurs blagues, traversaient désormais la rue pour éviter de les saluer. Les invitations aux œuvres de charité, aux inaugurations et aux mariages s'arrêtèrent net. Ils devinrent du poison social. Je me souviens avoir lu une chronique mondaine qui les décrivait comme la famille Macbeth de l'industrie textile, une étiquette qui leur colla à la peau comme du goudron. Puis vint l'effondrement financier, une conséquence inévitable. La nouvelle de la fraude massive, détaillée avec des extraits des livres noirs dans la presse économique, provoqua la panique chez les créanciers et les banques. Les lignes de crédit furent gelées du jour au lendemain. Les partenaires commerciaux, craignant d'être éclaboussés par le scandale et par les enquêtes gouvernementales qui suivirent, annulèrent des contrats vieux de plusieurs décennies. Textile de la Garza, déjà affaibli par des années de mauvaise gestion, implosa en quelques semaines. Je vis aux informations des images des ouvriers, dont beaucoup me connaissaient depuis l'enfance, quittant l'usine pour la dernière fois avec des cartons dans les mains, le visage plein d'incertitude et de ressentiment envers la famille qui les avait trahis. Pour cela, je ressentis un pincement de tristesse, mais pas pour mes parents. Le scandale de Don Alejandro Castillo fut encore plus grand, d'ampleur sismique. Le puissant magnate, qui avait toujours vécu au-dessus des lois, dut faire face à une enquête fédérale pour extorsion et intimidation de témoins. L'enregistrement de mon téléphone fut la preuve irréfutable. Pour sauver sa propre peau, il ne se contenta pas de rompre tous les liens avec ma famille, il devint leur pire ennemi, s'assurant que leur chute soit totale et complète, afin qu'ils ne puissent jamais l'impliquer dans quoi que ce soit d'autre. Ce fut une leçon brutale sur la loyauté entre requins. Un jour, en conduisant dans leur ancien quartier par masochisme ou par triomphe, je vis l'image définitive de leur chute. Un immense et vulgaire panneau, à vendre par ordre du tribunal, planté sur la pelouse impeccable du manoir où j'avais grandi, où j'avais été poussé dans l'escalier. La maison, autrefois symbole de leur arrogance et de leur statut, était désormais un mausolée de leurs échecs, ouvert au regard curieux des vautours. Mais le moment le plus satisfaisant et en même temps le plus pathétique me vint d'une connaissance qui assista à la chute finale de Sofia. Il la vit au bar d'un hôtel de luxe, essayant de déployer ses charmes auprès d'un entrepreneur étranger, mais son visage, autrefois son plus grand atout, était maintenant reconnaissable pour les pires raisons. L'homme l'a reconnue grâce aux photos parues dans les journaux et, selon ma connaissance, il se moqua d'elle en face et l'appela « la sœur psychopathe de l'escalier ». On la vit quitter le bar seul, le visage couvert de honte. Sa beauté, désormais, était une marque d'infamie inutile. On l'avait dépouillée de son pouvoir, de son statut, de son avenir. Elle était piégée dans la prison de la médiocrité qu'elle avait toujours redoutée. Une prison qu'elle avait elle-même construite de ses propres mains. Mes parents, eux, furent officiellement inculpés et risquaient une longue peine pour fraude fiscale et autres délits économiques. Je vis une photo d'eux sortant du tribunal. Mon père, autrefois un homme fier et bruyant, paraissait maintenant un vieil homme voûté, rapetissé et vaincu. Ma mère cachait son visage derrière d'énormes lunettes de soleil, mais elle ne pouvait dissimuler le tremblement de ses mains qui, autrefois, m'avaient condamné au silence. Ils avaient tout perdu. Et moi, la fille qu'ils avaient considérée comme un sacrifice nécessaire, la pièce jetable, j'avais été l'instrument de leur ruine. La justice poétique était amère, mais, d'une façon terrible, indéniablement douce. 6 mois se sont écoulés depuis que la dernière pièce de domino est tombée, depuis que l'écho de l'effondrement de ma famille s'est enfin dissipé dans un silence presque total. Je vis désormais dans un appartement moderne et minimaliste au 20e étage d'une tour de verre au cœur de la ville. C'est un lieu que j'ai choisi pour son anonymat et pour ses murs blancs, vides d'histoire. Pas de fantômes ici. Pas de souvenirs douloureux gravés dans le bois. Les baies vitrées du sol au plafond m'offrent une vue panoramique sur la ville, un monde de lumière et de possibilités qui m'était autrefois interdit. L'argent du procès m'a donné de la sécurité, la capacité de ne pas m'inquiéter pour mon avenir matériel. J'ai recommencé à prendre des cours de poterie, et mes mains d'abord maladroites commencent à se souvenir de la sensation de façonner l'argile. Mais la vraie liberté m'a été donnée par le silence des appels exigeants de ma mère, des ordres méprisants de mon père, du drame perpétuel de Sofia. C'est une paix que je n'avais jamais connue. J'ai gagné, j'ai survécu, j'ai démonté et détruit ceux qui ont essayé de me détruire. Mais la victoire n'est pas un défilé avec des confettis, ce n'est pas une fête sans fin. C'est un calme étrange, profond, et parfois inquiétant de vide. Parfois, la nuit, quand la ville dort, je sens encore l'écho de la douleur dans mes os, un rappel sourd que certaines blessures, même cicatrisées, ne disparaissent jamais totalement.
Je ne ressens pas du bonheur, pas au sens traditionnel. Je ressens une forme d'équilibre, de paix sombre, la paix qui arrive après une longue guerre sanglante, lorsque le champ de bataille est silencieux et qu'il ne reste que les survivants. Aujourd'hui, en vérifiant le courrier dans le hall de mon immeuble, j'ai trouvé une enveloppe qui ne ressemblait ni aux factures impersonnelles ni aux publicités colorées. C'était une enveloppe en papier bon marché, couleur os, et l'adresse était écrite d'une écriture tremblante, presque illisible, que j'ai reconnue aussitôt malgré les années et le tremblement de la vieillesse ou de la chute, elle venait de ma mère. Mon cœur, qui avait appris à battre à un rythme tranquille, fit un bond douloureux. Je montai en ascenseur, sentant l'enveloppe dans ma main comme si elle brûlait. Une fois dans mon appartement, je la posai sur la table de granit de la cuisine et la fixai longuement. Que pouvait-elle contenir? Des excuses tardives et égoïstes? Une ultime malédiction pleine de venin? Une supplique désespérée maintenant qu'elle avait tout perdu? Ou simplement, et c'était le plus probable, encore des mensonges? Je marchais dans mon appartement, la lettre à la main, et je m'arrêtai devant la cheminée à gaz, dont les flammes bleues et orangées dansaient de façon hypnotique, une source de chaleur sans mémoire. L'enveloppe représentait le dernier fil qui me liait à mon passé, le dernier fantôme à exorciser de ma nouvelle vie. Je pouvais la brûler sans la lire, réduire ses mots, quels qu'ils soient, en cendres, et laisser la ventilation les emporter pour toujours. Je pouvais fermer le dernier chapitre et ne jamais regarder en arrière. Ce serait le plus simple, le plus net. Ou je pouvais l'ouvrir. Je pouvais affronter ce dernier démon. Je pouvais lire ces mots et décider s'il y avait quoi que ce soit ou une once de remords, une molécule de vérité, qui mériterait d'être sauvée des décombres de notre relation. Je tins la lettre au-dessus des flammes dansantes, sentant leur chaleur sur ma peau, si près que le papier commença à se courber légèrement. La femme que j'étais autrefois aurait cherché le pardon dans ces lignes, aurait supplié une parole d'amour. La femme que je suis aujourd'hui ne le sait pas. Elle ne sait pas si elle est capable de pardonner, ni même si elle le veut. Détruire la dernière connexion ou affronter sa vérité finale. Brûler le passé ou lire ses cendres. Et dans cette indécision, dans ce silence rempli de pouvoir et de possibilités, le monde s'arrêta, me laissant seul avec mon choix, suspendu entre le feu purificateur et l'encre d'une mer qui ne le fut jamais. La réponse, pour la première fois de ma vie, m'appartenait à moi seul.